بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours les séries de vidéos في module théorie de signal. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1 pour généralité sur les signaux. Dans ce chapitre, on va commencer par définition et classification des signaux. Donc, vous avez la définition, classification des signaux. Nous avons quatre types de classification. La classification phénoménologique, classification morphologique sous la forme continue ou bien discrète, classification énergétique, classification spectrale. Deuxièmement, on va passer aux propriétés importantes sur les signaux. On va voir la causalité d'un signal, un spectre borné, un signal à support borné, comment avoir la valeur moyenne et la valeur efficace, la parité, c'est-à-dire est-ce que votre signal est un signal pair ou bien impair, et la décomposition, bien sûr, et la notion de signaux périodiques. Après, on va passer aux opérations sur les signaux. Vous avez l'amplification et l'atténuation d'un signal, le changement d'échelle et décalage temporel. Donc, vous avez l'inversion du temps, le décalage temporel, le changement d'échelle et le changement d'échelle avec un décalage temporel en même temps. Quatrièmement, nous avons des exemples de signaux de base. Cinquièmement, la distribution et l'impulsion de Dirac. On va voir rappel sur les distributions, introduction aux distributions. Exemple, vous avez la distribution régulière, singulière et des propriétés importantes. On va commencer comme toujours par donc la partie définition et classification des signaux. On va commencer par définir c'est quoi un signal. Un signal, tout simplement, c'est une quantité, peut-être sous la forme d'une grandeur ou bien fonction physique. Bien sûr, elle doit être mesurable, qui évolue en fonction d'une ou bien plusieurs variables. Par exemple, vous avez le temps. Il correspond le plus souvent à une modélisation du comportement de la quantité physique observable. Cependant, il peut être extrêmement difficile d'obtenir une forme mathématique simple et concise pour un signal donné, bien sûr. Nous avons que les signaux les plus couramment utilisés sont les signaux électriques. Mais bien sûr, ces signaux sont les plus souvent des traductions de signaux physiques, comme soit des signaux acoustiques, sismiques, de température, de pression, etc. Sachant que aussi l'obtention des signaux électriques à partir des variations d'une grandeur naturelle se fait à l'aide d'un capteur ou bien tout simplement à l'aide d'un transducteur. La mesure est utile en physique et comme toute mesure est entachée de bruit, bien sûr, d'incertitude, voire des erreurs aussi. Nous avons que le traitement de signal peut intervenir pour réduire l'effet de ces nuisances. C'est pourquoi le traitement du signal peut se révéler utile dans presque tous les domaines. Concernant la théorie du signal, donc c'est une discipline qui se propose d'élaborer, représenter et analyser des signaux. On passe maintenant aux classifications des signaux. Donc, pour faciliter l'étude, nous avons différents modes de classification de signaux peuvent être envisagés. On va commencer par la première classification, c'est la classification phénoménologique. Elle est basée sur l'évolution du signal en fonction du temps, appelée aussi représentation temporelle. Elle fait apparaître deux types fondamentaux qu'on va voir dans la figure après. Nous avons soit des signaux déterministes ou bien des signaux certains, bien sûr, ils sont décrits de manière certaine par des modèles mathématiques connus. Et leur évolution en fonction du temps peut être parfaitement prédite. On distingue les signaux périodiques dont la forme se répète régulièrement et les signaux non périodiques ou bien ce qu'on appelle apériodiques non permanents. Ils sont essentiellement représentés par des signaux transitoires dont l'existence est éphémère. Bien sûr, ces signaux sont définis par des fonctions qui peuvent être des fonctions réelles ou bien complexes, ou bien par des distributions. On va faire un rappel rapide sur les fonctions. Donc, vous avez toujours une fonction. C'est un procédé qui a tout nombre d'un ensemble de départ et d'effets correspondre à un autre nombre d'un ensemble d'arrivées. Donc, si vous avez x pour t appartient à R, on aura tout simplement x de t appartient à R.
À titre d'exemple, vous avez x de t est égal sinus de pi f 0 t. X de t égale à exponentielle moins at. On passe maintenant au deuxième type qui sont les signaux aléatoires ou bien probabilistes. Bien sûr, ils sont décrits par ses propriétés statistiques et leur évolution en fonction du temps sont imprévisibles. Nous avons que les signaux aléatoires, x, t, oméga, sont représentés par deux variables. Vous avez la variable temps et la variable probabiliste, oméga. Donc, la variable temps, c'est une variable non probabiliste. Toujours, on admet que le signal observé est membre d'une famille de signaux, bien sûr, définie par ses propriétés statistiques. Nous avons comme propriété la densité de probabilité, ou bien la fonction de répartition, les moments, etc. Et on distingue soit les signaux aléatoires ou bien probabilistes, soit des signaux stationnaires ou bien des signaux qui sont non stationnaires. C'est quoi un signal aléatoire stationnaire? Bien sûr, si nous avons ces caractéristiques statistiques sont invariantes dans le temps. Donc, là, تتغير بتغير الزمن. On va s'intéresser dans ce chapitre seulement aux signaux déterministes. On ne va pas aborder les signaux aléatoires. Donc, voici la classification des signaux physiques réels. Donc, vous avez les signaux de base, sont classifiés soit signaux déterministes ou bien des signaux aléatoires. Pour déterministes, vous avez les signaux périodiques et les signaux non périodiques. Pour la partie aléatoire, nous avons les signaux stationnaires ou bien les signaux non stationnaires. Deuxième type de classification, c'est la classification morphologique, c'est-à-dire est-ce que votre signal, c'est un signal continu ou bien discret? Elle est basée selon la nature de l'amplitude du signal x de t et l'ensemble de paramètres t. Nous avons quatre formes. Un signal continu ou analogique, donc vous avez l'amplitude, elle est continue et le temps continu. Échantillonné, donc noté par XE, échantillonné égale à X1 TE, sachant que TE représente la période d'échantillonnage. Dans ce cas, vous aurez l'amplitude continue et le temps discret. Donc, analogique, amplitude continue et temps continu. Quantifié, amplitude discrète et le temps continu. Échantillonné, vous avez l'amplitude continue, le temps discret. Numérique, vous avez l'amplitude discrète et le temps discret. Donc ça, c'est la classification morphologique des signaux. Donc, pour un signal quantifié, donc il est noté par XQ de T, sachant que Q, c'est le pas de quantification. Pour une amplitude discrète, dans ce cas, vous avez X de T appartient à XQ de N et N appartient au nombre Z. Le temps, il est continu, bien sûr, le temps appartient à R. Pour le signal numérique discret, donc il est noté Xn, vous avez dans ce cas l'amplitude discrète et le temps discret. Troisième type de classification, c'est la classification énergétique. Bien sûr, elle est basée selon la nature énergétique du signal, on distingue deux sortes. On trouve soit les signaux à énergie finie, c'est-à-dire ils sont réalisables physiquement, et les signaux à puissance moins infinie qui sont non réalisables physiquement. Pour la notion de puissance et d'énergie, donc on va définir la puissance instantanée PT d'un signal analogique x de t comme suit. La puissance, c'est le produit de x de t par x conjugué de t. Donc, est égal à x de t élevé au carré en valeur absolue. L'étoile représente le complexe conjugué. La puissance instantanée, donc c'est la dérivée de E par rapport au temps. Dans ce cas, on n'aura que la dérivée de l'énergie dissipée pendant un temps dt est égale à la puissance instantanée dt. Maintenant, si on veut calculer l'énergie dissipée sur un intervalle, cette fois-ci entre T1 et T2. Dans ce cas, vous aurez l'énergie entre T1 et T2 est égale à l'intégrale entre T1 et T2 de delta E. Donc, c'est l'intégrale entre T1 et T2 de la puissance instantanée dt. Bien sûr, pour la puissance contenue dans un intervalle T1 et T2, donc vous aurez la puissance entre T1 et T2 égale tout simplement l'énergie entre T1 et T2 divisé par T2 moins T1. Maintenant, on va voir la notion de l'énergie totale d'un signal X de T. Dans ce cas, l'énergie totale, ça sera tout simplement
Un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de la puissance instantanée dt. Donc, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Si vous avez que l'énergie totale est finie, donc ce cas l'énergie totale, ça sera inférieur à l'infini, x de t, c'est un signal à énergie finie. Donc, exemple, vous avez les signaux transitoires. Pour la puissance moyenne totale de x de t, donc la puissance moyenne, c'est la limite de 1 sur 2 θ. Quand θ tend vers l'infini, un intégral entre moins θ et plus θ de x de t élevé au carré dt. Si vous avez une puissance moyenne qui est finie, dans ce cas, la puissance moyenne, ça sera inférieur à l'infini. X de t, c'est un signal à puissance moyenne finie pour les signaux permanents. Si vous avez un signal x de t périodique, donc de période t0, le calcul se fait sur une période. Dans ce cas, vous aurez la puissance moyenne égale à 1 sur t0, un intégral entre moins t0 sur 2 et plus t0 sur 2 de x de t élevé au carré dt. Si vous avez la puissance moyenne inférieure à l'infini, donc la puissance moyenne différente de 0, dans ce cas, l'énergie totale, ça sera à l'infini. Si vous avez l'énergie totale inférieure à l'infini, donc la puissance moyenne égale à 0. Quatrièmement, on va voir la classification spectrale. Donc, elle est basée suivant la distribution de leur énergie ou bien puissance en fonction de la fréquence, sachant que x de f représente le spectre de notre signal. Le domaine des fréquences delta f occupé par son spectre est appelé la largeur de bande du signal. Dans ce cas, delta f, ce sera f max moins f min. Donc, voici une figure qui représente x e f en fonction de f, et sachant que delta f, c'est f max moins f min. Donc, ça, c'est la représentation d'un spectre d'un signal. Deuxièmement, on va passer aux propriétés importantes sur les signaux et on va commencer par la causalité d'un signal. La causalité, c'est un principe qui régit la physique, donc l'effet ne précède jamais la cause qui le produit. Si vous avez un signal x de t, le phénomène physique auquel est associé x de t commence à l'instant t0. Donc, dans ce cas, le signal est nul pour t inférieur à t0. En général, on prend t0 égale à 0 et on dira que le signal x de t il est causal. Donc, pour exprimer la condition que x de t égale à 0 pour t inférieur à 0. Si vous avez x de t égale à 0 pour t positive, bien sûr, le signal est dit anticausal. Si vous avez x de t différent de 0 pour t inférieur à 0 et t supérieur à 0, le signal est dit non causal. Donc, si vous avez un signal causal dans cette partie, l'anticausalité dans l'autre, et non causal pour la forme générale. Ça représente un signal causal, B c'est un signal anticausal, et C c'est un signal non causal qui contient la partie anticausale et causale. Donc, maintenant, pour un signal borné, signal à support borné, on va commencer par signal borné. Donc, si vous avez x de t dit borné en amplitude, s'il existe un nombre réel b tel que la valeur absolue de x de t doit être inférieure ou égale à b. Donc, voici b. Donc, c'est la limite maximum du signal. Maintenant, pour un signal à support borné ou bien limité, un signal x de t est dit à support borné dans un intervalle t1 et t2 de largeur t, T2 qui est égal à T2 moins T1, bien sûr, Cx de T est nul à l'intérieur, à l'extérieur de l'intervalle T1 et T2. Donc, vous avez x de T égal à 0 pour T différent de T1 et T2. Donc, ça, c'est un signal à support borné. Pour l'énergie totale de x de T, dans ce cas, on aura l'énergie totale égale l'intégrale entre T1 et T2 de x de T élevé au carré dt. Et il est possible de définir la puissance moyenne sur l'intervalle T1 et T2. Pour la puissance moyenne, ça sera 1 sur T2 moins T1 intégrale entre T1 et T2 de x de T élevé au carré dt. Pour la valeur moyenne et la valeur efficace, nous avons pour une valeur moyenne de x de t calculée par la formule suivante. Donc, la valeur moyenne, c'est la limite de 1 sur 2 θ, un intégral entre moins θ et plus θ de x de t dt quand θ tend vers l'infini. Si vous avez un signal périodique, x moyen se calcule sur une période. Dans ce cas, vous aurez x moyenne est égal à 1 sur t0, l'intégrale de t0 de x de t dt.
On va s'arrêter à la valeur efficace de x de t, donc c'est l'amplitude d'un signal constant possédant la même puissance moyenne totale que x de t. Dans ce cas, la valeur efficace, c'est la racine de la puissance moyenne. Dans ce cas, la puissance moyenne est calculée par la formule suivante. C'est la limite de 1 sur 2θ. Quand θ tend vers l'infini, un intégral entre moins θ et θ de x de t élevé au carré dt. Sachant si x de t est périodique, P moyenne se calcule sur une période. Dans ce cas, la puissance moyenne, c'est 1 sur t0, l'intégrale de t0 de x de t élevé au carré dt. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci.